William Tay, j'ai même envie d'ajouter à ce qui a été dit par Erwan Barrio que c'est puni de 5 ans lorsqu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, le refus Absolument. d'obtempérer. Là, concrètement, on a un policier qui a vu sa vie en danger, qui a été traîné sur plusieurs mètres alors qu'il était accroché à la portière de ce véhicule. C'est incompréhensible comme décision. C'est une honte parce qu'on envoie un signal. Le signal est le suivant. Vous pouvez toucher aux forces de l'ordre ou aux autorités dépositaires de l'ordre public et vous n'aurez rien et vous ne subirez pas les conséquences de cette attaque contre la France et cette attaque contre la République. Je pense qu'il y a 2 points. Il y a une question d'idéologie et aussi une question de moyens. Sur la question des moyens de la justice et sur la question de l'applicabilité des peines. Je pense qu'il y a une question idéologique. Ça veut dire qu'en fait, on a inversé le paradigme en pensant en fait sur la question de la doctrine pénale que ce n'est pas en mettant les délinquants et les criminels hors d'état de nuire et hors de la société qu'on arrivera à avoir une société qui est meilleure, mais c'est en permettant ce qu'on appelle la réinsertion. Et donc, du coup, il y a beaucoup de juges qui sont laxistes et ils ont été formés pour ça. Alors là, je précise que cet homme sera jugé le 13 septembre prochain. Il sera jugé, là, ça ne présage pas du jugement qui sera rendu derrière. On peut considérer qu'au vu de son attitude, on aurait pu le mettre en détention. Pourquoi est-ce qu'on aurait présente un danger, clairement. Clairement, c'est ça. 22 condamnations derrière. C'est pour ça que je parle de la question de la doctrine pénale, parce que la doctrine pénale est la suivante en France avec les principes de la justice. C'est-à-dire que quand vous êtes un danger pour la société, on vous met hors d'état de nuire de la société en vous mettant en prison. Et on a oublié, en fait, avec la justice, quels étaient les moyens essentiels et quels étaient les principes de la justice. C'est comme avec l'éducation. On veut faire toutes les choses possibles avec l'éducation. On veut faire des activités périscolaires, etc. Alors que les fonctions principales de l'éducation, c'est d'enseigner et d'instruire un enfant pour le préparer à sa vie d'adulte et le préparer à la société. Là, c'est pareil pour la justice. Il faut revenir aux fondamentaux sur la justice. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui présente un danger pour la société, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est la question des moyens de la justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraisemblablement, les juges ont tellement de dossiers et ont tellement des peines qui sont encore plus graves que celles-ci. Et donc, du coup, il y a la question de l'applicabilité des peines dans la mesure où 90 000 peines ne sont pas effectuées en France. C'est-à-dire que pour les peines qui sont considérées comme non graves et mineures, aujourd'hui, c'est parce que pas de place dans les prisons. Il n'y a pas de place dans les prisons, on n'a pas de place dans les centres de détention, etc. Et donc, du coup, on n'a pas les moyens de le mettre activement en prison. C'est ces 2 points-là qui peuvent expliquer cette décision. C'est une question idéologique et c'est aussi une question de moyens parce qu'il y a 90 000 peines non exécutées. Et aujourd'hui, on sait que pour les peines de moins d'1 an, si la personne risque moins d'1 an d'emprisonnement, la personne n'effectuera même pas sa peine, même s'il est condamné. Alors William Tay, dans ces cas-là, on a forcément une enquête qui est ouverte par l'IGPN, la police des polices. C'est normal, elle a été ouverte dans ce cas-là pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une information judiciaire est aussi ouverte par le parquet du même chef. Mais ça pose quand même une question, celle de la protection judiciaire des forces de l'ordre et des policiers quand ils sont confrontés à ce type d'événement. Moi, je trouve qu'on vit une inversion de valeur. C'est-à-dire qu'on se concentre davantage sur et c'est la même question que sur le rodéo. On se concentre davantage sur la sécurité du délinquant ou du criminel en question plutôt que sur la question des sécurités des forces de l'ordre. Et c'est pour ça que moi je parle d'inversion de valeur dans la mesure où quand vous avez ce type de scénario, en fait, pourquoi est-ce que vous avez des refus d'obtempérer ? C'est parce que des personnes considèrent que ça rapporte plus de refuser d'obtempérer que ce que ça pourrait leur coûter. Et tant qu'on restera sur cette situation, c'est-à-dire que ça pourrait plus leur apporter que ce que ça pourrait leur coûter, on aura toujours des refus d'obtempérer. Parce que vous prenez un cas classique, vous avez une personne qui est souvent, et c'est souvent le cas pour les refus d'obtempérer, qui est en situation de faute, soit conduit sous stupéfiants, soit conduit sans permis de conduire, soit excès de vitesse, etc. Et donc cette personne est en situation de faute. Elle se retrouve interpellée par un policier. Et donc là, sa situation est simple. Soit elle continue et elle refuse d'obtempérer, soit elle s'arrête. Et dans tous les cas, si elle s'arrête, elle est sûre d'être condamnée à minima d'une contravention, soit d'une peine de prison, soit d'une amende. Et donc, du coup, comment fonctionne la personne ? Elle fonctionne comme un agent économique rationnel. Elle considère que vaut mieux refuser d'obtempérer dans la mesure où elle risquerait rien, plutôt que de s'arrêter. Mais dans le cas où un policier tire, est-ce qu'il faut présumer de la légitime défense du policier systématiquement ? C'est là où je vais y arriver. Moi, je pense que vraisemblablement, pour limiter les refus d'obtempérer, on est obligé, et c'est malheureux d'en arriver à là, que les policiers en soient amenés à tirer dans la mesure où leur vie est mise en danger. Et c'est pour limiter les refus d'obtempérer. Et tant qu'on ne passera pas par cette phase qui est très difficile, ça s'appelle la stratégie du choc, on aura toujours des refus d'obtempérer. Et maintenant, pour mettre en place avec doctrine et pour limiter les refus d'obtempérer, comme sur la question des rodéos, on est obligé de revoir la protection de la police. Et ça repose soit par 3 biais alternatifs. Soit vous mettez en place ce qu'on appelle une immunité pénale sur le modèle de ce que possède le président de la République. C'est-à-dire que vous considérez que les policiers, dans l'exercice et dans le cadre de leurs fonctions, ne sont pas responsables pénalement. Et donc, du coup, comme le président de la République,
Le seul moyen de leur retirer cette immunité pénale, c'est par une enquête de la Haute Cour de justice. Et en l'occurrence, pour les policiers, ce sera via une levée de l'immunité par l'IGPN, dans la mesure où ce serait tellement grave que dans ce cas-là, ils ont excédé le cadre de leur fonction, comme le président de la République. Le deuxième biais, c'est que vous réformez le statut et de l'enquête du policier sous le cas de l'IGPN et la question de la garde à vue. Ça repose sur deux biais. La réduction notamment de l'enquête administrative, et la réduction et la facilitation de l'enquête judiciaire. Parce que quand vous êtes policier et que vous êtes amené dans le cadre de vos fonctions de blesser ou de tuer quelqu'un, je ne suis pas sûr que vous le vivez bien. Je ne suis pas sûr que les policiers viennent tous les matins et se lèvent tous les matins pour exercer et pour tuer quelqu'un. Et donc, du coup, ça leur pèse dessus dans la mesure où ils sont toujours sous une enquête. Et donc, du coup, ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête dans la mesure où leurs carrières sont limitées, etc. Et il y a un troisième biais, c'est la question de la présomption de légitime défense. Moi, je pense que les deux biais précédents que je vous ai mentionnés sont plus efficaces que sur la question de la présomption de légitime défense, parce que ce qu'expliquent les syndicats de police, c'est que la présomption de légitime défense ne résoudra rien, et c'est juste que c'est une facilitation de procédure, mais que ça ne permettra pas de lever toutes les ambiguïtés. Je tiens à rappeler, William Tell, la situation elle est très inquiétante, parce que des gens qui attendent plus longtemps au téléphone, ce sont des vies en jeu également. Oui. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. À minima, gouverner, c'est prévoir, comme le disait Richelieu, le cardinal de Richelieu. Je pense que le ministre a eu une bonne intuition sur le fait de transférer, plutôt que d'inciter à ce que les Français aillent en urgence, qu'ils passent un appel. Je pense que c'est une bonne solution. Oui, parce qu'il y a un phénomène qui est vrai aussi, c'est que les Français ont tendance à se rendre aux urgences directement, et ça nous coûte très cher. Et en plus, ce n'est pas forcément le plus opportun. Mais on revient au même problème habituel qui est l'argent, le moyen, le nerf de la guerre. Normalement, ce que vous faites quand vous êtes ministre de la Santé ou ministre tout court, c'est quand vous prenez une décision de politique publique, vous consultez avec l'administration si cette décision est applicable ou pas. Et là, ce qu'on voit en l'occurrence, c'est que le ministre de la Santé a recommandé, à juste raison, moi je pense que c'est une bonne tendance de pouvoir inciter les Français à plutôt passer des appels, mais n'a pas mis les moyens qui étaient nécessaires. Et souvent, ça arrive dessus, c'est une sorte de génie français auquel on considère que de toute façon, l'intendance suivra, et malheureusement, à chaque fois de plus en plus, que ce soit sur les questions d'intérieur, sur les questions de justice, sur les questions économiques, sur les questions fiscales, sur les questions d'éducation, on pense que l'intendance suivra, et malheureusement, malgré l'augmentation des dépenses publiques, l'augmentation des taxes qui sont constantes, et l'intendance ne suit jamais en France. William, tu as accepté de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. C'est cher payé, à votre avis? Je pense aux Français à la pompe ou ceux qui font leurs courses, qui ont beaucoup de mal à payer justement en ce moment le prix de cette liberté. Est-ce que c'est pas un peu difficile à entendre aussi pour eux? Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a pour la première fois tenu un discours courageux et en cohérence avec ce qu'il incarne et ce qu'il porte comme message politique. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, au moins, il détaille un objectif qui est clair, et au moins il dit la vérité aux Français, ce que depuis le début il n'a pas vraiment dit, notamment sur la question depuis le début de la crise en Ukraine. Moi je dis souvent quand vous avez une crise géopolitique et vous devez choisir un camp, vous avez à peu près trois choix. Vous avez un choix de valeur, vous avez un choix qui est économique, ou un choix ce qu'on appelle géostratégique. Là en l'occurrence sur la question de l'Ukraine, le choix des valeurs et le choix géostratégique vont ensemble, parce qu'on ne peut pas permettre l'Ukraine d'envahir la Russie d'envahir l'Ukraine, dans la mesure où si par cas l'Ukraine tombe, ça mettrait une instabilité et une menace permanente sur les pays d'Europe de l'Est et donc sur la question. Mais je pense que beaucoup de Français sont d'accord là-dessus, mais ils constatent aussi que les sanctions économiques qui pèsent sur nous finalement et qu'on a fait contre la Russie finalement ne sont pas efficaces. Évidemment, c'est un discours qui est parfaitement. C'est un boomerang. C'est parfaitement qu'un discours entendable. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui en 39 et qui en 33, en 36 ont tenu des discours équivalents et c'est ce qu'on appelle l'esprit munichois. Je pense qu'Emmanuel Macron, en commémorant le débarquement de Provence, essaie de s'inscrire dans une tendance et une lignée politique qui était celle de la France libre, et ce que De Gaulle appelait il y a une seule France qu'il bat, la seule France, la vraie France, la France éternelle. Et on a le choix, soit on devient la France de Gaulle et la France éternelle, qui se battent contre la Russie, parce que la Russie menace nos intérêts, notre économie et nos intérêts géopolitiques, soit par cas on cède sur tout, et dans ce cas-là on fait le même choix que Daladier à l'esprit de Munich. Moi, je pense que ce serait le mauvais choix, notamment si on laisse la Russie prendre totalement l'Ukraine sans se battre. Je rappelle les objectifs de ce Conseil national de la refondation. Il vise à partager, c'est ce que dit Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, partager les diagnostics à l'échelle de la nation sur des grands enjeux, donc notamment les services publics comme l'éducation et la santé. Il doit associer les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental. Est-ce qu'il n'y a pas une façon un petit peu d'externaliser le Parlement en faisant ce genre de... Moi, je pense que c'est problématique dans la mesure où il y a 3 points de problème. Et ensuite, après, moi, je trouve que c'était malheureusement une bonne idée, mais que c'est pas adapté à l'époque. Non, mais parce qu'on a quand même un lieu pour ça, c'est le Parlement, de débat, de consultation, il y a des commissions qui enquêtent. Voilà. Emmanuel Macron a la tendance à passer à chaque fois au-dessus du Parlement. On l'a vu avec le Conseil scientifique, le Conseil de défense.
On l'a vu lors du grand débat national après les Gilets jaunes. Et le problème de ces grands débats, c'est qu'à chaque fois, ils accouchent sur strictement rien du tout. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez voir, Emmanuel Macron a quasiment pris plus de décisions en faveur des Gilets jaunes avant le grand débat national, quand il avait annoncé plusieurs primes, etc., lors de ses fameuses annonces de décembre 2018, plutôt qu'après le grand débat national. Ensuite, après, il avait annoncé une concertation avec les élus locaux. Il en a accouché strictement rien. La loi de décentralisation n'est jamais venue, finalement. Et donc, à chaque fois, Emmanuel Macron, lorsqu'il y a un sujet, lorsqu'il ne veut pas décider, il lance un grand débat ou un débat quelconque. Et à la fin, ça n'accouche sur strictement rien. Mais surtout, il donne l'impression que les instances existantes ne sont pas suffisamment démocratiques. C'est quand même problématique de la part du chef de l'État. Ce qui est problématique, c'est que surtout, ça arrive au moment d'un quinquennat où il n'a plus la majorité absolue. Quand il a eu la majorité absolue, il pouvait externaliser une partie dans la mesure où il revenait et un dialogue plutôt social-démocrate, c'est-à-dire que vous faites cohabiter toutes les différences et tous les corps représentatifs et les corps intermédiaires. Mais là, actuellement, quand vous avez une majorité relative, de toute façon, Emmanuel Macron et sa majorité sont obligés de négocier avec les autres partis. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne fallait pas avoir ce débat au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat, dans la mesure où c'est de la fonction législative et qu'on est revenu à une stricte lecture de la Ve République, avec un président et un gouvernement qui gèrent l'exécutif et un Parlement qui légifère. Ensuite, pourquoi est-ce que je pense que malheureusement c'était une bonne idée mais que ça n'accouchera sur strictement rien? Je pense qu'Emmanuel Macron a tenu un de ses meilleurs discours. Ça ne sert pas à masquer finalement une rentrée sociale un petit peu compliquée avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites? Je pense que ce sera moins dur prévu pour lui dans la mesure où le contexte lui est plutôt favorable. Contrairement à ce qu'on dit à chaque fois. Non, je pense que c'était une bonne idée parce qu'il a tenu un de ses meilleurs discours le 14 juillet 2020 lorsqu'il a parlé des lendemains qui chantent et le retour des jours heureux après l'apparition de la crise sanitaire en février 2020. Et je pense que c'est la bonne époque et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on est en train de vivre une crise qui est la plus grande crise depuis la crise sanitaire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire cohabiter toutes les forces en présence pour reconstruire un modèle français du XXIe siècle. Et est-ce que vous pouvez construire une vision d'ensemble sans avoir tous les leviers de société, dans la mesure où les décisions qui vont être prises éventuellement pour construire ce modèle français du XXIe siècle vont dépasser le mandat d'Emmanuel Macron? Et si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, il est obligé de faire asseoir ses décisions sur une majorité qui soit très large. Et c'est l'objectif du commissariat au plan. C'est ce que faisaient à l'époque les forces de la 4ème République et ça a été poursuivi par le général de Gaulle. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir les 30 gorges, c'est-à-dire prendre des décisions qui restent après le mandat. Et je pense que c'est ça qui est intéressant lorsque vous voulez imaginer en démocratie, c'est une des faiblesses de la démocratie et des pouvoirs politiques, c'est de prendre des décisions au temps court alors qu'il faut prendre des décisions au temps long. Et pour prendre des décisions au temps long, vous êtes obligé de ramener tous les responsables politiques, tous les leaders syndicaux et toutes les forces intermédiaires. Allez, les chasseurs, on a 4 millions de pratiquants sur notre territoire, c'est aussi 4 millions de votants, les chasseurs. Et ça lui a valu à Emmanuel Macron, au printemps, le soutien de Willy Schrein, le président de la Fédération nationale des chasseurs, au moment de l'élection présidentielle. Ce n'était pas un soutien qui était forcément intuitif. Donc évidemment, Emmanuel Macron a un art de séduction important. Il a compris qu'il avait changé d'électorat par rapport à 2017 et que pour sécuriser et devenir le champion de la droite libérale, un peu comme Valéry Giscard d'Estaing, il fallait sécuriser un électorat qui est très spécifique. Et je pense qu'il est très habile politiquement. Je ne suis pas sûr que il restera dans les annales comme un excellent président de la République ou un excellent gouvernant. Par contre, il restera comme un grand champion tactique, à l'instar de François Mitterrand, par exemple. Ensuite, après, pour répondre aux écologistes, 28 millions d'euros, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, ce n'est pas une somme qui est énormément conséquente par rapport aux 35 à 65 milliards d'euros qu'on a dépensés via la fiscalité environnementale pour les conneries d'éoliennes. Parce que ce que les écologistes disent pas, ça c'est dit. Oui, c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que là, on a parlé, grâce à votre chaîne notamment, on a parlé des conséquences du dérèglement climatique sur les orages, sur les incendies, sur le manque d'eau potable. Et donc, du coup, les escrologistes, notamment, se sont concentrés sur la question du réchauffement climatique. Et depuis la question du protocole de Tokyo, on a dépensé entre 35 et 65 milliards d'euros par an en fiscalité environnementale pour avoir des éoliennes et toutes les conneries à la con. Et à la fin de l'année, grâce à leur génie français, du coup, on n'aura peut-être même pas assez d'électricité, on sera obligé d'importer de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut vraiment face au rodéo urbain? La stratégie est-elle la bonne aujourd'hui? Est-ce que multiplier les opérations de contrôle quand finalement la loi ne nous permet pas d'arrêter les individus, que les véhicules ne peuvent pas forcément être saisis puis détruits, puisque souvent ils n'appartiennent pas aux auteurs des rodéos, mais à d'autres, à qui ils les ont empruntés ou loués? Que peut-on vraiment face à ce phénomène? Moi, je pense que Gérald Darmanin montre de la volonté politique sur son domaine. Il faut en féliciter dans la mesure où on n'a pas eu forcément des mises à l'intérieur qui allaient dans le bon sens ces dernières années. Par contre, je mets une limite sur la question du rodéo. Je pense qu'il a tout faux sur la question du rodéo parce qu'en fait, je pense qu'il a peur d'agir parce qu'il a peur des conséquences. Sur la question du rodéo, vous avez un plan qui est en 3 étapes. La première étape, c'est la question de l'interpellation. Est-ce qu'il faut permettre, sur le modèle des Britanniques,
permettre aux policiers de pouvoir percuter les véhicules pour avoir un effet dissuasif. Parce qu'actuellement, le rodéo, en fait, c'est comme sur l'ensemble des sujets, c'est comme sur la question du refus d'obtempérer. En fait, les personnes font du rodéo parce que ça leur rapporte plus que ça pourrait leur en coûter, dans la mesure où ça leur permet de briller dans le milieu social. Il n'y a pas de volonté politique, en tout cas, d'aller dans ce sens. Je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de percuter. Et je suis sûr, je ne pourrais pas dire les sources, mais je suis sûr que les consignes du ministre de l'Intérieur sont vis-à-vis des fédérations, vis-à-vis des syndicats de police et vis-à-vis des policiers, de tenir la doctrine de non percuter. Parce qu'en fait, ils ont peur des conséquences de ce que ça engendrait, éventuellement des émeutes, notamment dans les banlieues, et Gérald Darmanin a peur de ça. C'est pour ça que sur ce sujet-là, il a peur des émeutes de banlieue. Le deuxième point, c'est la question des contrôles. Est-ce que notamment, on doit mettre toutes les forces de police sur un phénomène qui est certes important, mais qui n'est pas primordial, parce qu'on a d'autres sujets à voir, comme sur la question des territoires perdus de la République, des trafics de drogue, etc. Moi, je pense que sur la question des contrôles, on doit revoir la question des libertés publiques pour permettre la question de l'usage des drones. En fait, plutôt que d'envoyer... Alors ça, le Conseil constitutionnel a retoqué. Bloque tout le temps. Et je pense qu'il faut revoir la loi dessus. Il faut revoir notre méthode d'intervention parce que ça permettrait d'économiser des forces de l'ordre pour les mettre au pas et permettre aux drones en fait, de surveiller, de pouvoir prendre les auteurs de rodéo sur le fait et de pouvoir éventuellement les condamner, ce qui faciliterait notamment leur condamnation. Il y a un troisième point, c'est la question de l'affectivité des peines. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne est interpellée pour rodéo, hormis s'il y a des circonstances très, très aggravantes, la personne ne fera que 1 an d'emprisonnement et l'an d'emprisonnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sera jamais exécuté. Et donc du coup, quand vous prenez ma logique précédente, ça veut dire qu'en fait... faut-il qu'il y ait la preuve que ce soit bien elle l'auteur des rodéos, puisque ces personnes sont souvent masquées, casquées... C'est pour ça que tant qu'on ne fera pas la question de la méthode du tamponnage à la britannique et la méthode de contrôle via les drones, on ne sera jamais en capacité de stopper les rodéos. Et donc du coup, se pose la question, est-ce que le ministre de l'Intérieur fait semblant d'agir ou est-ce qu'il veut vraiment agir sur cette question ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces rodéos urbains ? Je suis défavorable au tamponnage pour une raison simple, c'est que le prochain Malik Oussekine, si cette solution britannique est gardée par le ministère de l'Intérieur, et pour bientôt. Et vous savez très bien que plus on est dans la répression violente, plus ça entraîne de la violence. C'est un cercle vicieux. Donc je sais qu'il faut être très ferme avec les délinquants. C'est pour ça que la solution qui me semble la mieux adaptée aujourd'hui, c'est confiscation et destruction du véhicule sous 48 heures. Et vous disiez qu'il fallait que le prix à payer soit plus élevé. Je pense qu'un délinquant qui roule pas forcément sur l'or, quand il voit sa moto, son scooter ou sa mobilette détruite dans les 48 heures, ça suffit pour le dissuader d'agir. Parce qu'ils vont le voler, le scooter. Ils vont le voler. Ensuite, de toute façon, l'argent ne vient pas de revenus légaux. Donc, du coup, ils s'en foutent de la question du revenu, dans la mesure où ils ont le moyen d'avoir des revenus alternatifs. Et moi, je pense que c'est tragique d'en arriver à là. Je terminerai en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez davantage à la sécurité des délinquants et des criminels plutôt qu'à la sécurité, à l'intérêt général. Est-ce que l'intérêt général, pas aussi aux répercussions Mais non, mais de toute façon, tant qu'on a envie d'avoir des guérillas urbaines. Tant qu'on restera sur la doctrine Malik Oussekine ou sur la question des émeutes de 2005, et tant qu'on aura peur de ça, on aura les mêmes sujets. Territoire perdu de la République, rodéo, refus d'obtempérer, etc.